Salut à tous, dans ce numéro 1 de Juris Actu, on va aborder quelques volets juridiques de l'affaire Air France. Pour rappel, on est face à quelques salariés ayant quelque peu bousculé leurs employeurs parce que ceux-ci venaient d'annoncer la suppression de près de 2900 postes. Dans cette affaire, comme dans toutes les autres affaires similaires passées ou futures, la question première qui se pose au sein de la population est d'ordre moral. Les actes des salariés peuvent-ils être justifiés par l'annonce de licenciements massifs? Autrement dit, les violences physiques découlent-elles de violences sociales? Et au final, est-ce qu'en fin de compte, les dirigeants ne méritaient pas ce qui leur est arrivé? Langage juridique, la question qui se pose est de savoir si oui ou non les licenciements, l'annonce des licenciements, constituent un fait exonératoire de responsabilité disciplinaire, pénal et civil. En gros, on va aussi bien parler de droit du travail que de droit pénal, de droit civil et en bonus même de droit des assurances. Venons-en tout d'abord au droit du travail et à la responsabilité disciplinaire qui définira entre autres si oui ou non les salariés seront licenciés en raison de leurs actes. Le 26 juin 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation rend un arrêt, c'est-à-dire une décision de justice, qui affirme grossièrement que le salarié n'est pas autorisé à se laisser aller. Dans cette affaire, il avait été injurieux envers son employeur, ce qui apparaît comme moins grave que les bousculades occasionnées dans le cadre de l'affaire Air France et qui pourtant constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. En bref, les salariés Air France ayant bousculé les dirigeants peuvent sur le principe être licenciés pour faute grave. D'ailleurs, les journaux titraient le 15 octobre 2015 que 5 salariés ont été mis à pied, c'est-à-dire que leur contrat de travail a été suspendu. Mais par ailleurs, les salariés peuvent-ils être protégés d'un licenciement s'ils sont des membres du personnel? Sont membres du personnel les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou encore les délégués syndicaux. Comme leur rôle même est de s'opposer à leur employeur, on ne peut pas les soumettre au même pouvoir disciplinaire que n'importe quel autre salarié ordinaire. Si l'employeur souhaite amorcer une procédure de licenciement, il doit en faire une demande préalable auprès de l'inspection du travail. Les services de l'inspection du travail vont alors examiner si les causes du licenciement sont réelles et sérieuses et vérifier si ces causes sont indépendantes, c'est-à-dire si le but n'est pas simplement de se débarrasser d'un représentant du personnel qui s'opposerait un peu trop à son employeur. Mais malgré ceci, en cas de violence verbale ou physique, de prise à partie, ces salariés élus ou désignés seront sanctionnés de la même façon que tous les autres salariés ordinaires. Par ailleurs, si le contexte social est tendu, les employeurs peuvent eux-mêmes renoncer à leur pouvoir disciplinaire et ou à porter plainte. Mais ici, ça ne semble pas le cas puisque le 2 décembre 2015, les 5 salariés seront entendus par le tribunal correctionnel de Bobigny. Donc si les employeurs ne renoncent pas à leur plainte, il y a peu de chances qu'ils choisissent de renoncer à leur pouvoir disciplinaire et donc à licencier les salariés en question pour faute grave. Sur le plan disciplinaire, du point de vue du droit du travail, on a donc répondu à nos deux questions. Non, les salariés ne peuvent pas échapper à leur responsabilité disciplinaire. Et oui, ils risquent un licenciement pour faute grave. Et on en vient donc à la responsabilité pénale. Si une responsabilité pénale est reconnue à l'encontre d'un individu, il encourt principalement une peine de prison et ou d'amende. Comment échapper facilement à une sanction pénale? Eh bien en cas de cause d'irresponsabilité pénale. Quelles sont donc les causes d'irresponsabilité pénale? Si la personne au moment des faits était sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, elle ne pourra alors pas être sanctionnée du point de vue du droit pénal. Il en va de même si l'acte a été accompli en vertu de la loi ou du règlement, si la personne obéit à un ordre émanant de personnes investies d'un pouvoir de commandement au nom de la puissance publique, en cas de légitime défense également, si l'acte est un acte de nécessité face à un danger actuel ou imminent, en cas de contrainte, par exemple exercée par une personne armée, ou encore en cas d'erreur de droit. C'est l'hypothèse dans laquelle l'auteur croyait que son acte était légal. Mais malheureusement pour les 5 salariés Air France, aucune de ces causes d'irresponsabilité ne leur semble applicable. On a donc répondu à la première question en affirmant qu'ils ne peuvent pas échapper à leur responsabilité pénale. Voyons maintenant la seconde, c'est-à-dire qu'encourent-ils concrètement? Eh bien les peines varient en fonction de l'infraction qui est retenue à leur encontre. Selon les médias, c'est pour violence en réunion qu'ils seront jugés le 2 décembre 2015. On doit donc se référer à l'article 222-13 du Code pénal afin de savoir quelles sont les peines encourues. Compte tenu des circonstances de l'affaire Air France, la peine maximale serait de 3 ans d'emprisonnement et de 40
45 000 € d'amende. Mais le juge n'est pas tenu d'appliquer ces sanctions et peut en prononcer des moins lourdes, comme c'est souvent le cas dans les faits. De plus, depuis le 1er octobre 2014, les peines planchées ont été supprimées en vertu de la loi Taubira. Cela signifie qu'aucune peine minimale, une durée de prison minimum ou un montant d'amende minimum par exemple, ne s'impose. Enfin, les 5 salariés ne seront pas obligatoirement soumis aux mêmes peines puisqu'il existe en droit pénal un principe de personnalisation des peines. Ce principe est rappelé par l'article 132-24 du Code pénal qui affirme que le juge, avant de prononcer les sanctions, prend notamment en compte la personnalité de l'auteur de l'infraction ainsi que les ressources financières dont il dispose avant de fixer le montant de l'amende. Sur le plan pénal, on a donc répondu à nos questions. Non, les salariés d'Air France ne semblent pas pouvoir échapper à leurs responsabilités pénales et les peines maximales et principales encourues sont 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Venons-en maintenant à la responsabilité civile qu'on doit plus précisément qualifier de responsabilité civile délictuelle. Devant le juge pénal, là en l'occurrence devant le tribunal correctionnel de Bobigny, les victimes, comme on les appelle, peuvent se constituer partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts. Il ne faut pas confondre les dommages et intérêts et l'amende. L'amende va dans les caisses de l'État et a pour but de réparer une atteinte à l'intérêt général, alors que les dommages et intérêts vont dans les poches des victimes et ont pour but de réparer les préjudices qu'elles auraient subis. Pour qu'une responsabilité civile, délictuelle et personnelle soit retenue, il faut que les auteurs des dommages, c'est-à-dire les salariés, aient commis une faute et que cette faute ait engendré la naissance d'un dommage. Si on prend l'exemple des chemises arrachées, les conditions sont remplies, malheureusement pour les salariés. Peuvent-ils malgré tout échapper à cette responsabilité civile? C'est dans la théorie possible dans 3 cas. En cas de faute de la victime, tout d'abord, c'est-à-dire en cas de faute des dirigeants d'Air France. Alors moralement, on va dire que leur faute est de procéder à des licenciements massifs, mais juridiquement ça ne se passe pas de la même façon. En cas de force majeure ensuite, c'est-à-dire en cas d'un événement imprévisible, on ne peut pas le prévoir. Irrésistible, on ne peut pas y résister. Et selon certains auteurs, certains penseurs juridiques extérieurs, ou enfin en cas de fait d'un tiers. Mais malheureusement pour les 5 salariés Air France, aucune de ces causes d'irresponsabilité civile ne leur semble applicable. À combien s'élèveraient les dommages et intérêts à payer? Le droit de la responsabilité civile obéit au principe de réparation intégrale, ce qui signifie que tout le préjudice doit être indemnisé, mais seulement le préjudice. Le but n'est pas de s'enrichir. Autrement dit, les dommages et intérêts ont pour but de réparer, de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage, c'est-à-dire par exemple avant l'arrachage des chemises. Alors justement, pour évaluer les dommages et intérêts pour une chemise arrachée, c'est simple. Le dommage est de nature matérielle et le préjudice affecte le patrimoine financier de la victime. Les dommages et intérêts seront donc équivalents au prix de la chemise. Mais les victimes peuvent mettre en avant le fait que depuis elles sont traumatisées, elles n'osent plus sortir de chez elles, en bref, qu'elles ont subi un préjudice moral. Ce n'est donc plus le patrimoine financier de la victime qui est affecté, et il est par conséquent beaucoup plus difficile de chiffrer la réparation d'un préjudice moral qui est un préjudice extra-patrimonial. Combien coûte une chemise? C'est simple, il suffit de regarder les prix en magasin. Mais combien coûte un traumatisme? Ce sera au juge d'en décider. Venons-en pour finir au bonus, le droit des assurances. Les salariés ont clairement commis une faute, mais est-ce que leur assurance de responsabilité civile peut prendre en charge le montant des dommages et intérêts? Eh bien tout dépend si la faute est intentionnelle ou non. Si elle est intentionnelle, la garantie est exclue. Autrement dit, la réparation restera à la charge de l'auteur, à la charge du salarié. Par contre, si elle est non intentionnelle, la garantie est due, et ce sera donc l'assurance qui paiera les dommages et intérêts. Mais dans le cadre de l'arrêt Air France, il va être difficile de prouver que la faute est non intentionnelle, et par conséquent, les dommages et intérêts, la réparation, resteront probablement à la charge des salariés. Et voilà, tu vas pouvoir maintenant ressortir tout ça pendant tes soirées raclette, tes parties de golf, ou en cours quand sera venu le moment de parler de l'actualité. J'avais pas de petit avion et du coup je le remplace par Sangohan en mode Grid Saiyanman parce que lui aussi est capable de voler. Tu peux cliquer dessus pour t'abonner à ma chaîne et tu peux aller voir mes autres vidéos, notamment les vidéos Juris District dans lesquelles je parle de droit et de jeux vidéo par exemple, ou encore de droit et de dinosaures ou même de droit et de fourmis. Tu te demandes sûrement comment c'est possible, eh bien il te suffit de cliquer ici, vas-y. Si tu es un étudiant en droit ou un curieux, tu peux cliquer sur ce code du commerce édition 2012 ultra postité pour rejoindre ma seconde
seconde chaîne dans laquelle je donne des conseils sur la méthodologie juridique ou sur les cours de droit en général. Et pour finir, c'est encore à toi de jouer puisque dans les commentaires, tu peux me laisser ton avis et surtout me proposer d'autres sujets d'actualité que je pourrai prochainement traiter. Allez, à bientôt!